Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère qui reçoit son premier récidiviste, comme le fait remarquer Corinne Alexia, dans le portrait coupé décalé de Lilian Thuram. Il fallait que l'homme du doublé historique au ballon rond soit le premier à faire un double passage dans l'émission Sphérique. Thuram nous ramène aussi à l'école, où il n'est pas question de redoublement, mais de l'accueil d'enfants migrants. C'est le deuxième tome de sa BD Tous super-héros chez Delcourt, intitulé La Coupe de tout le monde. Au moment précis où démarre la 21e Coupe du Monde de football, nous demanderons évidemment au champion 98 quels seront selon lui les super-héros de Moscou en 2018. Pas de salade russe au menu du goût de l'enfance d'Anne Bonneau, mais une odeur de terre à Port-Louis dans les années 50. Pour le Mauricien Finlay, il y a laissé ses ongles en jouant au foot pieds nus dans la rue. Enfin, dans le Speak French, Jean-Marie Chazot nous demandera « Parlez-vous le foot ?» à travers la langue des commentateurs sportifs. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Lilian Thuram. Bonjour. À propos de francophonie et de langue française, la Fondation Thuram œuvre pour l'éducation contre le racisme. Ça passe par le vocabulaire. Est-ce qu'il y a encore pour vous beaucoup de mots que vous aimeriez voir sortis de la langue française ? Écoutez, peut-être pas des mots, mais des façons de penser en fait. Par exemple, dernièrement, il y a une personne qui m'a parlé de race blanche. Et je trouve ça extrêmement inquiétant encore qu'il y ait des personnes qui pensent que les couleurs différentes suggéreraient des races différentes. Vous diriez que le début du racisme, c'est de croire que les races existent ? Le racisme, c'est avant tout une façon de penser le monde, une façon de penser les personnes. Effectivement, si vous pensez qu'il y aurait des races différentes, ça veut dire que vous allez défendre votre soi-disant race. Alors vous qui en connaissez plusieurs, et je pense à l'italien en particulier, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des langues plus ou moins racistes que d'autres ? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste des langues, mais effectivement, encore une fois, les mots, ça veut dire beaucoup de choses. Et très souvent, dans les termes que nous utilisons, on voit souvent qu'il y a une ligne de couleur. Par exemple, minorité visible. Donc, il y aurait une majorité invisible. Et la majorité invisible serait les personnes de couleur blanche. La diversité, les gens de couleur. Là aussi, on voit toujours qu'il y a une ligne, il y a nous et eux. Donc, je pense que ça existe en français, malheureusement dans toutes les langues. Voilà. Alors, je reste pour une dernière fois sur la langue avec la Coupe du Monde 2026, qui avait le choix entre les francophonies partielles du Maroc et du Canada. Finalement, c'est le second qui l'emporte dans un ticket avec les États-Unis et le Mexique. Vous auriez fait le même choix que la FIFA ? Pas du tout. Moi, j'aurais fait en sorte que la Coupe du Monde se déroule au Maroc. D'ailleurs, c'est extrêmement triste parce que la Coupe du Monde va aller à ces trois pays, pour ne pas dire va aller aux États-Unis. Va aller chez Trump. Et sachant ce qu'avait déclaré M. Trump, je trouve que c'est triste que cette Coupe du Monde aille aux États-Unis. Sa pression à gagner ? Bien évidemment. Et 2022 au Qatar, c'est une bonne chose ? Écoutez, tout d'abord, c'est déjà acté, donc voilà, c'est acté. Et c'est une bonne chose ? Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une bonne chose ou pas. C'est acté que ce soit au Qatar. Donc, avant, on aurait pu avoir des préférences. J'espère simplement qu'on va faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Nous savons que vous ne vous demandez pas qui vous parle, qui est Lilian Thuram, mais la rhétorique reste la rhétorique. Donc, je continue à poser la question et Corinne Alexia y répond dans son portrait coupé-décalé. Qui ne connaît pas Lilian Thuram ? Ah bon ? J'ai déjà posé la question ? C'est bien la preuve que Francosphère tourne rond en réinvitant une ancienne star du ballon. Au moment où le foot français doit gravir les montagnes russes, quoi de plus normal que de faire revenir dans l'émission l'homme du doublé historique en 98 ? Ce jour-là, il est tellement bien entré dans l'histoire qu'il y a pris goût depuis. Oui, dans sa discipline, c'est Thuram qui a inventé la cape d'invisibilité pour mieux réapparaître quand il faut. Un tour de magie sur le terrain qui reste encore sans lendemain. Être au bon endroit au bon moment et vivre en super-héros le reste du temps, voilà de quelle baguette est fait Lilian. Mais s'il revient une troisième fois, je vous dirai de lui ce que ce fameux doublé ne nous dit pas. Vous arrive-t-il, Lilian Thuram, de tomber sur quelqu'un qui ne sait pas qui vous êtes ? Très souvent.
Très souvent, Bah oui. on ne vous reconnaît pas? Bah écoutez, très souvent, j'interviens dans les écoles et les enfants ne me connaissent pas parce qu'en fait, ils sont C'est très loin. jeunes. Voilà. Donc d'ailleurs, il y a dernièrement, j'avais été dans une école où je devais présenter une exposition et j'étais là depuis à peu près 45 minutes. Et tout d'un coup, il y a un enfant qui dit: «Mais quand est-ce qu'il arrive, Thuram?» Et donc pourtant, j'étais avec eux et donc ça me fait sourire. Le jour de France-Croatie 98, vous êtes-vous senti dans la peau d'un super-héros? Non, pas du tout. Les médias ont voulu me faire passer pour un super-héros, parce que j'avais marqué 2 buts, mais je sais très bien que je ne suis pas un super-héros. Et aujourd'hui, quand vous rejouez comme mardi dernier pour le match de gala de France 98 contre le reste du monde, vous vous dites les héros sont fatigués ou bien héros un jour, héros toujours? Je me dis que franchement, c'est assez incroyable qu'on puisse partager autant de bonheur avec les Français après 20 ans. Et je trouve que c'est une extraordinaire chance que la vie nous a donnée. Pas trop dur ce match? Un petit peu, mais bon, il y avait tellement de plaisir que c'est ce qui compte. Quand on est champion du monde, comment est-ce qu'on ressent le fait d'affronter un champion olympique, Usain Bolt? Bon, c'est surtout de l'amusement. Avant le match, j'ai été le voir en lui disant il serait préférable qu'il joue de l'autre côté. Voilà. Et finalement, vous avez eu affaire à lui, comment ça s'est passé? Non, je crois que j'ai pas eu affaire à lui sur le terrain, mais en fait, j'ai vu qu'il courait très, 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 très vite. Voilà. Tous super-héros, tome 2, la coupe de tout le monde, une BD signée Jean-Christophe Camus, Lilian Thuram, Benjamin Chaud et Nadège Imbert-Cousinier. Elle vient de paraître aux éditions Delcourt. L'histoire se passe en milieu scolaire et 4 de nos journalistes, Célia Cléry, Philippe Triet, Julie Straboni et Edwige Saint-Thomas, ont retrouvé leur âme d'enfant pour interpréter les 2 premières planches. La conversation à la porte de l'école entre Tiana, Louis, Doria et Kéfren. Elles sont partout ces affiches contre les réfugiés. Elles sont trop moches. Super moches. Mon père en a plein dans le garage. Il ne veut pas des réfugiés ? Il dit tout le temps qu'on doit payer pour eux, qu'ils sont même dangereux, que leurs problèmes ne nous regardent pas et qu'il ferait mieux de les régler dans leur pays. Il a peut-être raison. N'importe quoi. Quand mon père était en guerre contre notre voisin à cause de sa voiture mal garée, il a réglé ce problème sans qu'on change de pays. Trop nul, tu racontes vraiment n'importe quoi, Louis. C'est plus compliqué que ça. Ah oui ? Et comment tu sais ça, Tiana ? Ce sont mes parents qui me l'ont dit. Fais gaffe, Tiana. Parfois, les parents racontent n'importe quoi. Je suis d'accord avec Louis. Et puis nos parents nous empêchent de faire plein de trucs. Vous exagérez, ils nous empêchent surtout de faire n'importe quoi. C'est bizarre, mon père il appelle ces personnes des migrants et pas des réfugiés. Il faudra que je lui demande la différence. En tout cas, je suis curieuse de les rencontrer. Je me demande s'ils parlent français. Ça doit pas être facile d'arriver dans un pays que tu ne connais pas. Hé, c'est eux là ? Je ne les voyais pas comme ça. Ils ont l'air propres. Ouais. Et ils sont bien habillés. Ils ont même des sacs à dos. En fait, ils sont comme nous. Vous trouvez ? Ah, c'est marrant. On dirait mon cousin Romain. Vous avez retrouvé vos personnages dans cette interprétation, Lilian Thuram? Écoutez, je suis très surpris et je trouve ça très agréable. C'est vraiment un très beau cadeau que vous me faites là. Expliquez-nous mieux de quoi il est question dans cet album. Mais en fait, l'idée, c'est d'expliquer pourquoi il y a des réfugiés et des migrants aux enfants. Parce que très souvent, les enfants entendent certains préjugés, certains discours, mais on ne leur explique pas vraiment le pourquoi des choses. Et l'idée, c'était vraiment que la maîtresse puisse dire aux enfants, voilà, il y a des migrants liés au climat, liés aussi aux guerres, et pourquoi il y a des guerres. Et expliquer aux enfants qu'effectivement, notre propre pays a une responsabilité, parce que nous avons la chance de vivre dans des pays riches, et donc il faut savoir que quelque chose de très simple et que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que si tous les habitants de la Terre vivaient comme en France, il faudrait 3 planètes. Donc dire aux enfants que peut-être que les pays riches doivent aussi accepter de partager les richesses du monde. Et s'il vivait comme aux États-Unis, il en faudrait 7 ou 8, je crois. Exactement, voilà. Vous circulez beaucoup dans les écoles avec votre fondation, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vous disent, eux, au sujet des migrants ? Écoutez, en règle générale, les enfants reproduisent les préjugés qu'ils entendent. Donc, ça dépend dans quelle famille ils sont. Mais en fait, les enfants, vous savez, sont très sensibles à la justice,
à l'égalité, au partage. Et effectivement, lorsqu'on leur dit, voilà, est-ce que c'est normal qu'il y ait des pays qui utilisent beaucoup plus de matières premières que d'autres, ils vous disent que c'est injuste, que l'idéal, ce serait de partager les choses. Et donc, il faut essayer d'expliquer aux enfants pourquoi il n'y a pas ce partage. Et vous pensez que, comme dans la BD, les enfants peuvent inverser le racisme de leurs parents ? Écoutez, vous savez, si les choses changent de génération en génération, c'est parce que c'est dû justement aux plus jeunes qui acceptent le fait de ne pas reproduire certains schémas. Donc voilà pourquoi, avec la Fondation, on insiste beaucoup avec les enfants parce que ce sont les adultes de demain et il faut qu'ils grandissent avec une autre façon de penser le monde. Vous avez fait allusion à la position de la France en tant que président de Fondation. Est-ce que vous cherchez un accès auprès d'Emmanuel Macron via Laura Flessel, par exemple, pour lui parler de l'Aquarius? C'est le sujet du moment, dont l'Italie n'a pas accueilli les passagers, la France non plus. Écoutez, non, je ne cherche pas d'accès. J'ai la chance très souvent de rencontrer aussi des politiques, de discuter un peu avec eux. Mais je pense que nous devons nous poser la question à savoir qu'est-ce qui se cache derrière le fait de ne pas accueillir des migrants. Se cache derrière peut-être le fait de construire une société de moins en moins solidaire. Parce que je crois que les gens ne comprennent pas qu'effectivement, il y a quelque chose qui nous raconte dans le fait de se comporter d'une façon ou d'une autre. Et donc, cette non-solidarité vis-à-vis des migrants raconte aussi la mise en place de non-solidarité dans notre propre pays. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Vous êtes choqué par la fermeture actuelle de la France ? Moi, je suis extrêmement choqué de la fermeture de la France, la fermeture de l'Europe et la fermeture de chacun de nous. Parce qu'effectivement, on a tendance à croire qu'on vit dans une société où chacun de nous pourrions subvenir à nos besoins seuls. Et ça, c'est extrêmement grave de le penser. Et je pense qu'il faut inviter les enfants, inviter les adultes à se questionner sur le système économique qui est d'une grande violence, en fait. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de Lilian Thuram pour la sortie aux éditions Delcourt de Tous super-héros, tome 2, La coupe de tout le monde. Il est question dans cet album de l'arrivée de 2 enfants migrants et de leur famille. Walid a fui la guerre et Mimi les dégâts causés par le dernier cyclone. Les autres enfants les accueillent à bras ouverts, mais ça n'est pas le cas de tous leurs parents. Le maire de la commune décide d'organiser un match de foot pour renforcer la cohésion entre tous. Nous allons y revenir, mais d'abord cap sur l'île Maurice. Finlay y a grandi à la dure dans les années 50 et son goût de l'enfance, documenté par Anne Bonneau, est donc très terre-à-terre. C'est l'odeur de la terre. C'est l'odeur qui se dégage de la terre et de la route à l'époque, parce que la route n'était pas la route asphaltée, une espèce de piste après les grandes pluies. Là où je suis né, la rue Brabant, ça peut se comparer à Argenteuil, Barbès, vraiment la zone. J'ai horreur de vos manières. Mon enfance a été entre une fumerie d'opium à 100 mètres et un bordel à 100 mètres à la gauche, oui. Elles font aussi mon désespoir quand j'y pense pendant les longues soirées d'hiver. Et là, on jouait aux billes dans le canal, dans le caniveau. C'est vrai, je ne suis pas raisonnable. Alors, si tu as gagné pour rentrer avec tes gains, il fallait se battre. Comme on était les seuls à avoir le téléphone à l'époque, il y avait 3 chiffres à l'époque, 776. Jamais j'oublierai ça. Alors tous ces marins qui étaient blessés parce que, etc., venaient téléphoner la police ou l'hôpital à la maison. Donc on se réveillait à 1h, 2h du matin. On était les témoins privilégiés des rixes, des bagarres qu'il y avait dans cette rue. Mon enfance était une enfance très brutale, une espèce de gavroche. Je crois que c'est ça qui a forgé mon caractère. C'est vous qui allez vous charger de ce travail. Moi ? On jouait au ballon sur la route. Il fallait faire attention, veiller les autobus et les voitures. On laissait des ongles sur la route parce qu'on jouait pieds nus. C'était très très bon. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous arracher les ongles, vous aussi, Lilian Thuram, en jouant pieds nus sur la terre, au foot ? Oui, ça m'est arrivé parce que je suis né aux Antilles. Et c'est vrai qu'on jouait pieds nus parce qu'il ne fallait pas abîmer les chaussures.
Donc ouais, ça m'est arrivé, mais ça a endurci aussi. Alors ensuite, vous êtes arrivé en région parisienne. Vous avez connu une ambiance brutale comme celle qu'évoque Finlay dans son goût de l'enfance ? Non, j'habitais pas près de gens qui fumaient de l'opium. Non, c'était beaucoup plus tranquille. J'ai grandi dans la région parisienne, à Avon, près de Fontainebleau. Et il y avait la forêt à côté, donc j'étais extrêmement libre. Entre votre enfance et celle de vos enfants, qui a eu la meilleure selon vous et pourquoi ? Écoutez, moi, j'ai pas de doute que c'est moi. On a très souvent cette discussion à la maison. Et moi, j'ai été extrêmement heureux parce que j'ai été extrêmement aimé. Et donc, j'espère que c'est leur cas. Mais en tout cas, moi, j'ai pas de doute que... Donc, fils de star, c'est pas forcément avoir une vie meilleure. Écoutez, j'espère que mes enfants ne se vivent pas en tant que fils de star. Je l'espère. En tout cas, moi, je les élève pas en tant que fils de star. Je les élève en étant le papa le plus aimant possible. 2018, ce sont les 20 ans de la victoire en Coupe du Monde, on ne risque pas de l'oublier, mais aussi les 10 ans de votre fondation. Auquel de ces deux anniversaires êtes-vous le plus attaché ? Je suis attaché aux deux. Vraiment parce que la fondation explique ce que je suis depuis l'arrivée à Paris à l'âge de 9 ans. Et cette Coupe du Monde me permet aussi de me servir de ma notoriété pour emmener les réflexions de la fondation le plus loin possible, notamment auprès des jeunes. Donc la Coupe du Monde, c'est maintenant, entre le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la France. Qui a le plus de chance cette année, Lilian Thuram ? Mais vous savez, à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, l'équipe qui a le plus de chance, en règle générale, c'est l'équipe qui a le plus souvent gagné. Voilà, c'est d'une logique. Et donc ça serait le Brésil. Exactement, voilà. Suivi de l'Allemagne. Voilà, c'est d'une logique implacable. 4 années ont passé, mais dans les regards, je peux voir cette soif de victoire. Le stade est bondé, supporters surexcités, tous ces pays représentés, c'est magique et pour nous, c'est beau de voir tout ce monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer. À ton tour de marquer, à ton tour de gagner. L'émotion et la passion au service du ballon. C'est la cour des grands, c'est un rêve pour moi. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver. Bon, on va pas faire de mystère. Lilian Thuram, je vous demandais si vous vous rappeliez cette musique pendant qu'elle passait. C'était pas tout à fait le cas, c'est La Cour des Grands. La Cour des Grands, l'hymne de la Coupe du Monde 98 par Youssou N'Dour et Axel Red. Ça veut dire qu'il n'y a pas pour vous de séquence nostalgie, vous ne vous repassez pas les musiques de l'époque ? Ah non, pas du tout. Effectivement, cette musique-là ne me rappelait pas la Coupe du Monde 98. Est-ce que vous regrettez l'absence de votre équipe en second ? Peut-être la Squadra Azzurra à Moscou, vous qui avez joué 10 ans en Italie entre Parme et la Juve ? Effectivement, je trouve ça très triste parce que je suis italien de cœur. J'aurais bien aimé que l'Italie participe à cette Coupe du Monde, notamment pour mon ami Gigi Buffon. Qui va peut-être arriver au Paris Saint-Germain. Zidane, lui, a quitté le Real Madrid. Vous en avez parlé pendant ce match-là, de ses projets à lui, on le dit. Non, pas du tout. Non. Pas du tout, c'était pas le moment. Non, sélectionneur en équipe de France, ça n'a pas été du tout évoqué, j'imagine. Non, mais je trouve ça extrêmement déplacé, effectivement, de parler de Zidane à la tête de l'équipe de France, sachant qu'il y a Didier Deschamps, qui doit emmener son équipe le plus loin possible. Et en faisant ça, je trouve qu'on fragilise l'équipe de France. Ça veut dire qu'on aime mal l'équipe de France en disant ces choses-là. À propos de cette équipe, on se fait un peu de soucis apparemment pour le gardien Hugo Lloris, à tort ou à raison, parce qu'il ne serait pas au meilleur de sa forme, dit-on. Ah écoutez, je n'étais pas au courant de ça. Non, donc, non. Donc tout va bien. Je n'étais pas au courant. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire?
Le bonusphère culturel de Francosphère. Pour cette bonusphère, Patrice Elidy-Kozak a vu à Paris, au Théâtre de la Ville, la pièce de Maya Brahmi. Tout va bien se passer, une phrase souvent prononcée avant les accouchements. Encore faut-il qu'il ait lieu. Donner la vie n'est pas donner à toutes les femmes. Et donner vie à un spectacle sur le désir de donner la vie non plus. Plus qu'un pari, c'est une urgence que porte le texte de Maya Brahmi. Urgence de dire, de raconter ce véritable parcours du combattant que représente celui de la PMA, entendez la procréation médicalement assistée. Sans volonté de choquer, mais avec ces mots bruts, directs, ces mots qui décrivent presque cliniquement tout ce à quoi il faut littéralement se plier, d'examens médicaux en intervention, tout va bien se passer n'est pas qu'un simple exutoire, c'est aussi une sorte de guide. Une histoire certes très personnelle, faite de doutes, de résignation, d'espoir et de douleur, de confrontation aussi avec les autorités médicales peu promptes à reconnaître leurs terribles erreurs. Mais de ce vécu-là s'extrait une vérité universelle rendue de façon intense par les deux interprètes. Coralie Émilion-Languille, qui assure aussi la commise en scène, prête sa voix et son corps, incarne de façon bouleversante cette intimité que l'on partage pour mieux la comprendre. David Possou introduit quant à lui un contexte musical qui fait écho au récit de cette femme en désir d'enfant. Tout va bien se passer, c'est la chronique de la vie quand on a parfois du mal à la trouver en soi, une réalité bonne à entendre. La Fondation Thuram s'occupe de la lutte antiraciste. Là, on était dans la PMA. En tant que personne engagée, Lilian Thuram, est-ce que vous êtes souvent sollicité pour défendre d'autres causes que la vôtre ? Écoutez, tout d'abord, la Fondation, c'est pas l'antiracisme, c'est avant tout l'égalité. C'est l'éducation contre le racisme. Oui, mais c'est la justice, c'est parler de l'homophobie, du sexisme. Je pense qu'en fait, encore une fois, il faut faire très attention aux mots. Et beaucoup de personnes vous disent il faut arrêter avec l'antiracisme. Mais derrière ça, j'entends il faut arrêter avec l'égalité, il faut arrêter avec la justice. Donc, en fait cette fondation questionne l'égalité et la justice dans la société. Ça peut passer justement par d'autres voies que le racisme lié à la couleur de peau. Alors la fondation, elle vous a permis notamment de pénétrer le monde de la culture grâce à la bande dessinée, grâce à la littérature. Vous faites aussi des livres, vous participez à des colloques d'histoire. Ça répondait à un besoin inassouvi pour vous, Lilian Thuram ? Mais écoutez, vous savez, il y a des questions qui s'imposent à vous lorsque vous êtes une personne de couleur marron foncé. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez en France et qu'on vous catégorise dans une couleur et on essaie de vous faire croire que vous êtes inférieur, donc vous vous questionnez. Donc en fait, ce sont des choses qui se sont imposées à moi et j'essaie de comprendre au mieux pourquoi en fait la culture a mis en place des schémas de pensée. Pourquoi les hommes se pensent supérieurs aux femmes, pourquoi les personnes de couleur blanche se pensent supérieures aux personnes d'autres couleurs, pourquoi les hétéros se pensent supérieurs aux personnes homosexuelles, en fait. Et c'est ces questions-là que nous devons essayer de comprendre que c'est lié à une histoire et que c'est lié effectivement à une histoire politique du monde et une histoire économique du monde. Parce que derrière tout ça, il y a des rapports de domination entre les pays. Et avec les collègues footballeurs, autrefois, vous discutiez de tout ça ou on parlait foot entre footeux ? Vous savez, on parle de tout, vous savez, de tout. Donc bien évidemment, on parlait du racisme, on parlait de plein de choses, quoi. Le français fait assez peu de résistance dans le vocabulaire du football, sauf quand il s'agit des buts que l'on vient de marquer, ce que nous rappelle Jean-Marie Chazot dans son Speak French. En français, le goal, c'est le gardien des buts. Dans les autres langues, le goal, c'est le but. Un mot dont les deux voyelles sont distendues parfois sur de très longues secondes par les commentateurs sud-américains ou espagnols, comme ici en Ligue des Champions après un but du FC Barcelone contre le PSG en 2015, 22 secondes sur le souffle. Chez les Islandais, c'est encore autre chose, comme lorsque l'Islande a battu l'Autriche, se qualifiant pour les huitièmes de finale de l'Euro 2016. En français, on crie au but, mais de façon beaucoup plus littéraire. On ne va pas se contenter d'un seul mot, comme ici sur le fameux deuxième but du France-Croatie de 98. But de Lilian Thuram, une frappe extraordinaire. Après 1-2 avec Thierry Henry, Lilian Thuram réussit le doublé et la France met 2-1. Et puis ailleurs en francophonie, on reste parfois sur son compte à soi, comme l'avocat genevois, maître Marc Bonan, interrogé par la RTS, la radio-télévision suisse. Vous voulez que je m'égosille ? Auditeur, je n'exclus pas qu'un but ait été marqué. Et pour les esprits simples, je dirais même goal.
Le match entre la Suisse et le Brésil, dimanche, vous êtes plutôt tenté de l'écouter avec des commentaires brésiliens ou suisses, Lilian Thuram? Écoutez, je pense que je vais l'écouter avec un commentaire français parce que je serai sûrement à Paris. Vous préférez les commentateurs sobres et techniques ou bien enflammés et chauvins même peut-être parfois? Enflammé, je trouve que le foot c'est avant tout des émotions. Donc c'est très intéressant d'exagérer un petit peu, je trouve ça bien. Vous êtes allé revoir vos matchs avec les commentaires, justement, le fameux deuxième but avec les interjections qui l'accompagnent, par exemple? Non, j'ai jamais revu les matchs de la Coupe du Monde, à part la finale, parce que j'ai dû, pour une expérience artistique, j'ai dû revoir le match en entier, voilà, il y a 2-3 jours de ça. Et c'était une expérience artistique, c'est-à-dire? En fait, c'est un artiste qui a filmé nos yeux en train de regarder le match. Pas mal, intéressant, ça va Très passer intéressant. quand? Je ne sais pas. La morale de tous super-héros, et pour en finir par là, c'est que pour gagner sur le terrain de l'intégration, c'est comme au foot, il faut apprendre à jouer collectif au lieu de penser perso. Il faut apprendre à comprendre que nous faisons partie de la même équipe et qu'en face de nous, il y a des personnes qui veulent casser les solidarités. Et dans une équipe, lorsqu'il n'y a pas de solidarité, on ne risque pas de gagner. Merci beaucoup Lilian Thuram. Je rappelle la parution chez Delcourt du second tome de Tous super-héros, la Coupe de tout le monde. Lilian Thuram au scénario avec Jean-Christophe Camus et Benjamin Chaud au dessin. Merci aussi à tous les participants de cette émission avec Diane Connet à la technique. Et bonne Coupe du Monde à tous. Merci beaucoup.